Alors, on va revenir à Bruegel en nous focalisant dans les minutes qui viennent sur trois tableaux. Un qui s'appelle La chute d'Icare. Alors, c'est un tableau un peu problématique dans l'histoire de l'art, d'abord parce que il n'est probablement pas autographe, c'est-à-dire qu'il n'est pas entièrement de la main de Bruegel, peut-être même. Enfin, ça, c'est tout le problème des ateliers. Dans un séminaire que je fais sur l'innovation, j'explique que la pratique de l'atelier est essentielle à l'innovation et j'explique comment fonctionnait l'atelier de Rubens. L'atelier de Rubens, c'est une entreprise gérée avec une intelligence et une pertinence absolument fabuleuse. Et c'est vrai que le modèle dans ces cas-là, c'est pas Van Gogh qui n'a vendu qu'un seul tableau de son vivant, quelle que soit l'admiration que nous ressentons tous pour Van Gogh, mais c'est vrai que Rubens, c'est vraiment le modèle de... Bon, et Bruegel avait un atelier dans lequel travaillait principalement son fils aîné, Pierre Bruegel le Jeune, et dans lequel travaillait aussi son second fils, Jan Bruegel de Velours, ou Jan Bruegel l'Ancien, parce que Jan Bruegel l'Ancien, deuxième fils de Pierre, a eu lui-même un fils qui s'appelait Jan Bruegel le Jeune, qui était aussi peintre. Donc c'était vraiment des... Voilà. Et Jan Bruegel de Velours, Jan Bruegel l'Ancien, le deuxième fils de Pierre Bruegel, travaillait aussi chez Rubens. C'est très étonnant, ces histoires. Moi, je trouve ça merveilleux. Euh, et, 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 et dans la chute d'Icare, bon, voilà. Alors, il y avait une deuxième version qui était, euh, qui était la possession, et la possession très précieuse, d'un ménage qui s'appelait Monsieur et Madame Van Buren, qui avait une très belle maison art déco avec un très joli jardin dans la banlieue chic de Bruxelles. Le tableau a malheureusement été volé, donc il ne nous reste plus que celui-ci qui est au Musée royal des Beaux-Arts. Je pense qu'il faut bien que vous compreniez que c'est Bruegel, parce que c'est Bruegel qui a conçu la composition du tableau. La composition du tableau, ce que Panofsky appelle idéa, c'est-à-dire cette manière de dire que ça, c'est la chute d'Icare. Alors, je donne toujours le même exemple. Hein. Pensez à l'Annonciation. L'Annonciation, vous avez une jeune fille qui est en train de lire un vieux bouquin qu'on appelle l'Ancien Testament, tout poussiéreux, dans une baraque vraiment pas très attirante, dans un bled qui s'appelle Nazareth, et tout d'un coup surgit une créature genre Batman qui lui dit « tu seras la mère de Dieu ». Et elle lui dit oui pour qu'il s'en aille. Et vraiment, le récit de l'Annonciation, c'est 30 secondes, et ça a guère d'intérêt. Or, il y a plus de 3000 annonciations dans l'histoire de la peinture occidentale européenne. Et donc, ça veut dire que le grand défi d'un peintre, le grand défi d'un maître, c'est à partir d'un sujet unique, d'arriver à réinventer la composition, la mise en image. Et après, l'exécution, ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, la chute d'Icare, petit problème. Deuxième tableau que nous regarderons, c'est Chasseurs dans la neige, qui lui ne porte aucun problème d'authentification et qui est à Vienne parce qu'il a appartenu à Rodolphe II de Habsbourg, qu'il avait racheté à son propriétaire anversois. Et quand toute la collection, enfin, quand une grande partie de la collection de Rodolphe II a été rapportée de Prague à Vienne, le tableau est arrivé à Vienne. Si un jour vous êtes à Vienne et que vous ayez une heure à perdre, la salle des Bruegel au Kunsthistorisches de Vienne est un des plus beaux endroits où rencontrer Bruegel et où rencontrer la peinture occidentale en général. Et puis finalement, le combat de Carême et de Mardi Gras par lequel nous terminerons. Alors, les leçons, les itinéraires, les chemins, voilà, la chute d'Icare. Supposons que vous soyez le commanditaire du tableau. Supposons qu'on vous montre ça. Ben, vous n'allez peut-être pas être très content parce que Icare, il est où? Hein, bonne question. Bonne question. Où est Icare? Ben, Icare, c'est les deux petites jambes que vous voyez là en bas, à droite, entre le bateau et le pêcheur. Hein. Alors, payer un tableau qui s'appelle La chute d'Icare pour avoir les deux petites jambes, il y a peut-être un problème. Regardez par exemple ici, Jacob Peter Gawi, qui était quelqu'un qui a travaillé, pas énormément, mais un peu pour Rubens, dans l'atelier de Rubens. Ben là, c'est clair. Vous avez un monsieur qui s'appelle Dédale, qui est le vieux monsieur, qui a une entreprise de labyrinthe, comme son nom l'indique. Puis un jour, il en a marre d'être sous terre à faire des labyrinthes, donc il décide qu'il veut voler. Et là, son fils, qui s'appelle Icare, qui est sur la droite, lui dit « oh, ben, j'aimerais bien voler aussi ». Alors ça, vous le savez, c'est le problème de tous les pères qui achètent une très belle voiture et auquel le fils dit « tu ne me prêterais pas ta voiture ». Et le père finira par céder tout en sachant qu'il ne reverra jamais la voiture. Bon. Et là, évidemment, Icare lui dit « je veux voler », donc son père lui fait des ailes.
et lui dit, surtout ne t'approche pas trop près du soleil. Et au moment où il lui dit, il se dit, tiens, j'aurais jamais dû lui dire ça. Voilà. Parce qu'évidemment, la première chose que Icare va faire, c'est de se rapprocher du soleil, la colle des plumes va fondre, la colle des ailes va fondre, et Icare va effectivement tomber dans la mer. Et là, vous n'avez aucun doute sur le sujet du tableau. Je veux dire, si vous avez payé Gowi pour vous faire une chute d'Icare, vous avez une chute d'Icare, point. Et d'ailleurs, regardez bien, Carlo Saraceni, qui est, avec Bartolomeo Manfredi, l'un des deux grands disciples de Caravage, bah, vous reconnaissez maintenant, parce que vous êtes devenus des spécialistes de la chute d'Icare, vous reconnaissez évidemment Dédale qui s'en va en pensant, j'aurais jamais dû lui dire de se rapprocher du soleil, mais il s'est rapproché du soleil, qu'est-ce que vous voulez, hein? On ne peut plus maintenant, voilà, bon, il faut bien que les jeunes ça apprennent aussi, donc voilà. Et donc vous avez de vraies chutes d'Icare. Alors, on va être obligé de faire un petit détour par un autre tableau de Bruegel que je ne vous avais pas annoncé, mais qui va nous permettre de lire la chute d'Icare. Ça s'appelle la conversion de Saint Paul. Alors, je vous rappelle un tout petit peu l'histoire de Saint Paul. Saint Paul, au départ, il ne s'appelle pas Saint Paul, il s'appelle Saül. C'est un juif fidèle qui trouve que cette espèce de prophète, la venue de Nazareth, que d'aucuns appellent Jésus, c'est quand même n'importe quoi. Bon. Alors, heureusement, on s'en est débarrassé en le crucifiant. Bon, il y a des disciples qui disent qu'il aurait ressuscité. C'est n'importe quoi. Hein. Bon, on a mis les disciples un peu au pas parce qu'il y avait un des disciples qui s'appelle Étienne. On l'a lapidé et les gens qui l'ont lapidé ont laissé leurs vêtements à mes pieds. Mais c'est vrai que j'ai entendu dire, moi, Saül, qu'il y aurait des disciples de Jésus, qui s'appellent, paraît-il, des chrétiens, qui auraient commencé à créer une petite communauté à Damas, en Syrie. Alors je vais voir le grand prêtre et je lui dis, écoute, ça commence à suffire, maintenant donne-moi des soldats, je vais aller mettre de l'ordre à Damas. Et je m'en vais à Damas, et sur le chemin de Damas, il y a tout d'un coup une énorme lumière qui apparaît, et Saül entend une voix qui lui dit, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Alors vous savez que, évidemment, Saül se relèvera, il est aveugle, il ira jusqu'à Damas, on lui rendra la vue, on le baptisera, et il deviendra Paul, et il deviendra, avec Pierre, l'autre grand apôtre de la chrétienté débutante. Donc voilà, le sujet, c'est un homme qui est à cheval, qui est renversé de son cheval, qui entend une voix et qui est dans une lumière éblouissante et aveuglante. Alors, vous avez peut-être deviné que la scène se passe au milieu du tableau, mais qu'avec une intelligence absolument fabuleuse des moyens picturaux, Bruegel va tout faire pour que vous regardiez tout dans le tableau, sauf la scène. Regardez par exemple à droite. Vous avez ce personnage qui porte un vêtement jaune, j'allais dire presque un gilet jaune. Le jaune, vous le savez, c'est comme le rouge, ce sont des couleurs chaudes, elles attirent immédiatement l'œil. Donc votre œil droit est attiré vers la droite du tableau, vers le gilet jaune, vers le vêtement jaune. Par contre, vous savez aussi qu'un tableau, ce n'est pas simplement fait de couleurs, c'est fait de lignes. Et que les lignes, ça permet effectivement d'étendre extraordinairement la profondeur du tableau, c'est ce qu'on appelle la perspective. Et si vous regardez à gauche, vous allez vous apercevoir qu'à gauche, il y a une extraordinaire création d'une impression de lointain par la ligne, alors par des couleurs froides, le bleu et le vert, qui creusent toujours le tableau. Et donc, votre œil gauche est irrésistiblement attiré vers la gauche du tableau. Donc, vous avez un œil droit qui regarde à droite avec le gilet et un œil gauche qui regarde à gauche avec l'ouverture fabuleuse. Ce qui fait que le seul endroit que vous ne regardez pas, le seul endroit qui ne vient pas frapper votre œil, c'est le centre. Et du coup, Bruegel va mettre, regardez, la conversion de Saint Paul au centre. C'est-à-dire que là, vous avez le cheval tombé, Saint Paul tombé, quelqu'un qui derrière relève le bras en disant « oui, il y a beaucoup plus de lumière qu'il y en avait il y a quelques minutes », et des gens qui se précipitent au secours de Saül, qui n'est pas encore Saint Paul, mais qui est en train de le devenir à ce moment-là. Alors regardez, il faudra Caravage, en Santa Maria del Popolo à Rome, pour revenir à une lecture de la conversion de Saint Paul qui est totalement lisible. Le monsieur tombé par terre, c'est Saül qui deviendra Paul. Les bras ouverts, c'est parce qu'il est ébloui de lumière et qu'il entend la voix qui lui parle. Et puis le cheval d'où il vient de tomber. Et l'intelligence fabuleuse de Bruegel, c'est de vous avoir fait comprendre ce que c'est qu'une crise. La crise, c'est quoi? C'est ce que j'appelle la perte du récit focalisateur. C'est-à-dire qu'un récit comme la conversion de Saint Paul, on vous le montre, vous ne le voyez plus. Vous ne le voyez plus, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les histoires que vous vous racontiez pour vous expliquer le monde, eh bien, ces histoires, elles ne fonctionnent plus, elles ne sont plus pertinentes. Les vieilles histoires qui servaient à expliquer comment ça marchait, eh bien, on ne les voit plus, elles sont plus
pertinentes, elles sont plus visibles. Et d'une certaine manière, ce qui se passe dans la chute d'Icare, c'est la même chose. C'est-à-dire que les deux petites jambes d'Icare là, bah oui, d'accord, c'est une chute d'Icare, mais enfin bon, après tout, c'est presque rien dans la réalité. Alors par contre, ce qui est très intéressant dans la chute d'Icare, c'est l'idée de où va le Soleil. Pendant très longtemps, on a cru que la Terre était plate et que quand le Soleil disparaissait, il n'éclairait personne. La grande question, c'est est-ce qu'il allait réapparaître de l'autre côté? Et généralement, il réapparaissait de l'autre côté. Par contre, quand on a compris que la Terre était ronde, la grande question, c'est que quand le Soleil ne nous éclaire plus, il en éclaire d'autres. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben ça, c'est aussi une définition de la crise. La crise, c'est quand le Soleil qui nous éclairait, nous prenons conscience du fait que maintenant, il en éclaire d'autres. Alors, quand est-ce qu'il reviendra vers nous? Quand est-ce que nous serons à nouveau éclairés par le Soleil? Ça, c'est le vrai problème. Regardez par exemple Mathieu Sartre. Mathieu Sartre, c'est un sociologue qui s'amuse à faire de la photographie. C'est un de mes anciens étudiants qui m'a envoyé ça. C'est assez extraordinaire. Hein. Bon, est-ce que c'est un couple masculin? J'en sais rien, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais vous avez deux types qui sont en train de jouer avec leur instrument voilà, sur un écran que nous ne voyons pas, mais bon. Et alors, Mathieu Sartre, sociologue, se dit où va le Soleil? Ben, où va le Soleil, c'est-à-dire où va la production mondiale? C'est-à-dire où est-ce qu'aujourd'hui on produit des choses que le reste du monde achète? Et du coup, partant de cette photo, il va vous faire une deuxième photo dans laquelle il va enlever de la première tout ce qui n'est pas produit en France. C'est-à-dire que dans cet intérieur-ci, que vous voyez là, la deuxième photo va vous montrer tout ce qui est enlevé quand on enlève de cette photo tout ce qui n'est pas produit en France. Et vous voyez, il ne reste pas grand-chose. C'est clair. Y compris le personnage de droite qui n'a pas entendu parler de ce qu'on appelle le slip français. Donc voilà. Et ça, c'est quand même très important parce que si vous regardez ce bouquin de Kishore Mahbubani, alors ceux d'entre vous qui lisent The Economist, peut-être vous connaissez Mahbubani parce qu'il y écrit assez souvent. Et ici, en 2018, il avait publié un bouquin qui s'appelait « Est-ce que l'Occident a perdu? Has the West lost it ?» Ça, je crois que c'est très important. Aujourd'hui, en tant que leader, on le redira tout à l'heure, mais votre légitimité de leader dépend de la pertinence de la carte mentale que vous vous faites du monde. Quelle carte mentale vous faites-vous du monde? C'est-à-dire, à un moment où on n'arrête pas de vous dire que votre marché, c'est le monde, hein, grâce évidemment au digital, à un moment où on vous dit que votre marché, c'est le monde, quelle carte mentale est-ce qu'un leader se fait du monde, hein? Et évidemment, alors bon, là, on est à la fin d'une certaine forme de carte du monde pour un certain leader. Hein. La carte du monde de Trump, évidemment, c'est quand même un peu fou de penser que quelqu'un dont on soupçonne vaguement que ce n'est pas aussi pire que ce qu'on voit là, mais que c'est quand même pas très loin ce qu'on voit là de l'image qui devait se faire du monde, a pu pendant 4 ans exercer un pouvoir pratiquement sans partage à la tête de ce qui était considéré comme la première puissance mondiale. Là aussi, j'insiste, hein, une crise, ça peut s'appeler aussi un transfert d'hégémonie globale. C'est-à-dire que moi, qui suis un vieux truc, je suis né dans un monde dans lequel il y avait effectivement la confrontation des deux blocs et on soupçonnait vaguement que c'était le bloc occidental qui allait gagner et qu'à l'intérieur du bloc occidental, il y avait évidemment une superpuissance qui était les États-Unis. Et aujourd'hui, on se dit, enfin je me dis, moi, je suis né dans un monde dont la superpuissance était les États-Unis. Est-ce que je mourrais dans un monde dont la superpuissance sera les États-Unis? C'est plus très sûr. Peut-être que la superpuissance à venir, c'est la Chine. C'est ça que j'appelle un transfert d'hégémonie globale. Et regardez, dramatique, dramatique. Moi, j'ai appris à lire le monde sur cette carte, qui était dans toutes mes classes de primaire et dans une partie de mes classes secondaires. Et alors, Manu se souvient peut-être pas, mais il a eu comme colleur à la Canale en histoire géo, sous la responsabilité d'Yves Gauthier, un type qui s'appelait Pierre Stragiotti, qui est devenu le président de l'association des professeurs de géographie en classe préparatoire, et qui est un des très grands cartographes français. Et Pierre, qui est un vieil ami maintenant, quand il voit une carte comme ça, il dit « mais c'est une carte de merde ». L'Europe a une taille qu'elle n'a jamais eue, n'a pas, n'aura jamais vis-à-vis du reste du monde. En plus, elle est placée au centre, alors ça renvoie à la périphérie, l'Amérique d'un côté et l'Asie. Elle a fermement l'Afrique sous ses pieds, hein. Une Afrique qui est après tout
un Oui. réservoir de matières premières bon marché, et puis un exutoire facile vers des marchés captifs en cas de surproduction domestique dangereuse pour la santé de l'économie. Hein. Et c'est une vision du monde qui est complètement dépassée. Hein. Si vous regardez maintenant Chéri Samba en 2011, Chéri Samba, c'est un très grand artiste africain contemporain qui vient du Congo-Kinshasa. Bah, là, Pierre Stradioti vous dirait, c'est quand même beaucoup plus proche de ce que c'est que le monde, c'est-à-dire une Europe toute petite, petite, petite et à peine visible. Et en plus, en ce moment, elle travaille pas mal à se rendre de moins en moins visible. Hein. L'Amérique, oui, d'accord. D'abord, le nord est en bas et le sud en haut, ce qui est caractéristique de tous les cartographes musulmans. Hein. Alors là aussi, je ne vous demande pas de vous convertir à l'islam, mais n'oubliez jamais quand même l'importance de l'ouverture culturelle dans les techniques de marketing. Hein. Entre deux producteurs qui proposent un produit à peu près équivalent, le client prendra toujours le produit du producteur dont il pense que ce producteur a une ouverture culturelle plus grande sur sa culture à lui, celle du client. Hein. Donc plus un leader est ouvert, plus un leader, ça ne veut pas dire qu'un leader adhère à telle ou telle chose, mais plus il est informé, plus il est ouvert, plus voilà. Hein. Et puis vous avez la taille de l'Afrique. Hein. Bon, quelqu'un que je respecte infiniment, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Lionel Zinzou, dit bon, bien sûr, l'idée de l'émergence économique africaine, ça fait sourire un peu parce que ça n'a pas été aussi rapide qu'on l'avait pensé à un moment, mais ça arrivera forcément. Et je pense qu'il a raison, ça arrivera forcément. Donc voilà, il faut repenser les. Voilà. Et puis, alors, ça, quand même, c'est très important. Hein. Euh, je suis un peu surpris parfois qu'un certain nombre de chefs d'entreprise français ne connaissent pas ça, ne savent pas ce que c'est que la BRI, comme on dit aujourd'hui, la Belt and Road Initiative, c'est-à-dire une reconstitution par la Chine de sa puissance commerciale dans le monde, en utilisant ce qu'on appelle BELT, c'est-à-dire l'ancienne route de la soie continentale. Hein, j'étais, juste avant le confinement, j'étais à Xi'an en Chine et je disais au groupe que j'accompagnais, bah, quand vous êtes sur la place centrale de Xi'an, si tant est qu'il y en ait une, mais quand vous êtes à peu près au centre de Xi'an, hein, à quoi vous pensez? Ben, vous pensez à la place Saint-Marc à Venise. Parce que ce qui partait de Xi'an, ça allait jusqu'à la place Saint-Marc, après avoir été transformé en cours de route, acheté, là-bas. Et ce qui partait de la place Saint-Marc, ça arrivait jusqu'à Xi'an. Et vous voyez l'importance de l'Asie centrale. On vous a dit que j'étais très, très anglo-saxon, c'est vrai, mais depuis 3 ans maintenant, je passe beaucoup de temps en Ouzbékistan parce que je réapprends une autre manière de lire le monde. Et bon, j'ai eu la chance de tomber sur un guide ouzbek qui est absolument fabuleux, qui m'a vraiment remis en position d'apprenant, avec énormément de brio et de gentillesse, et on est devenus très amis. Mais pour moi, ça a été une révélation. Je regardais que l'Ouest, je regardais que l'anglo-saxon, je regardais l'Italie, mais j'avais pas idée de l'importance de ce qui s'était passé en Asie centrale. Et de ce qui peut s'y passer encore. Et puis vous avez Road, alors c'est évidemment. Il ne faut jamais oublier qu'aujourd'hui, Djibouti, c'est une ville chinoise, hein, c'est clair. Puis vous voyez ça c'est. Les gens disaient, oh pauvre Mohamed VI, il n'a pas l'intelligence de son père Hassan II. Bah, je ne suis pas très sûr qu'il ne soit pas encore plus intelligent que son père. Parce que ce que Mohamed VI a envisagé, c'est quoi? C'est de faire venir vers le Maroc les matières premières de l'Afrique subsaharienne, que l'Afrique subsaharienne n'est pas encore à même de transformer elle-même. Et donc le Maroc fait venir ces matières premières de l'Afrique subsaharienne et elle les fait transformer par des filiales d'entreprises chinoises. Ici, à côté de Sa Majesté le Roi, à sa droite pour nous, à la gauche pour lui, vous avez un monsieur qui s'appelle Li Biao, qui est le CEO d'une boîte qui s'appelle IT, qui est basée à Chengdu, qui fait de la haute technologie, en particulier aéronautique. Et ils sont en train de célébrer la signature d'un contrat pour l'installation d'une filiale de IT dont on dit qu'elle emploiera 150 000 personnes. Je ne suis pas très sûr que ça ira jusque-là, mais puis vous voyez, derrière la tête du roi, on voit la création de ce qu'on appelle Tanger Tech ou Tanger 2. C'est-à-dire que dans le temps, il y avait un Tanger qui était tourné vers la Méditerranée, où les gens allaient faire tout un tas de choses extrêmement passionnantes. Puis maintenant, il y a un deuxième Tanger, qui est Tanger Tech, Tanger 2, qui est tourné vers l'Atlantique, et où justement les matières premières de l'Afrique subsaharienne sont transformées par des filiales d'industrie globale, mais en particulier chinoises. Hein, voilà. Pendant ce temps-là, nous, on n'est pas très bons. Hein, on fait des trucs qui ne sont pas immédiatement rassurants et productifs. Hein. Faut penser à tout ça. Hein, on y reviendra. Et regardez, en plein confinement, le 31 mars 2020,
Kishore Mahbubani a écrit un bouquin, publié un bouquin qui s'appelle Est-ce que la Chine a gagné? Et alors, ce que j'aime beaucoup, et ce que vous voyez en haut, c'est le défi chinois à la suprématie américaine. Hein. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Mahbubani dit très clairement, il dit, tant que la Chine était en ascension, l'Asie étant fière de cette ascension, la soutenait et adhérait. Depuis que la Chine est au sommet, l'Asie hésite. Hein, parce que vous savez bien qu'un État hégémonique, ça a toujours tendance à vouloir s'étendre un peu. Hein. Et regardez du coup, dans The Economist du 8 septembre 2020, on vous disait que pour la première fois en 45 ans, les artilleries chinoises et indiennes avaient échangé des boulets, hein, par-dessus, effectivement, la frontière du Ladakh. Hein, voilà. Et ça, c'est très important. Ça ne peut pas être plus récent. Ça a 2 semaines à debate. Hein. Le RCEP, le Regional Comprehensive Economic Partnership, dont vous voyez les drapeaux, hein, c'est-à-dire une sorte de marché commun économique de la partie est de l'océan Indien, ouest de l'océan Pacifique, dans lequel vous avez quand même le Japon, la Corée, l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, etc. Bon, et cette idée quand même que ça va être un lieu de déploiement de l'influence chinoise très important. Donc c'est où va le soleil? Pertinence de la carte mentale qu'un leader se fait du monde. Alors à gauche du tableau, vous avez l'opposition fondamentale entre ce qu'il faut faire en temps de crise et ce qu'il ne faut pas faire en temps de crise, quelle que soit la force de la tentation. Et vous voyez bien qu'en bas, vous avez la tentation de la forteresse. On a peur, il y a une crise, on a peur, on s'enferme pour se protéger. Et là, comme vous dit Bruegel, la forteresse, elle est déjà en ruine, donc vous êtes déjà mort. Et puis au contraire, au-dessus, vous avez la ville ouverte, hein, avec la notion d'ouverture, d'échange, de circulation. Plus la crise, eh ben, c'est le confinement, hein, plus il faut mettre en place un contre-confinement, hein, c'est-à-dire une ouverture, voilà. Hein. Alors, je vous ai rapporté ce tableau que j'aime beaucoup de Jan van Eyck, hein, qui représente vers 1435 Nicolas Rolin, qui était on ne va pas dire le Castex de Philippe le Bon, mais qui était le chancelier du duché de Bourgogne. Hein. Et à l'époque, il ne faut jamais oublier, le duché de Bourgogne, ça allait. Aujourd'hui, si vous pensez Bourgogne, vous pensez Côte de Beaune, Côte de Nuit, Côte de Châlons. À l'époque, la Bourgogne, ça allait du nord du Massif central. Il était né à Autun, Nicolas Rolin. Aujourd'hui, vous ne diriez pas qu'Autun, c'est en Bourgogne. Vous diriez que c'est dans le Massif central, au nord du Massif central. Et le duché de Bourgogne, il allait d'Autun, hein, jusqu'au nord d'Amsterdam. Alors, quand les gens vous disent « Oh là là, on ne peut pas toucher aux frontières des nations européennes, c'est pas possible, elles ont la sacralisation du temps », ben, ça veut dire que les gens ne connaissent rien à l'histoire de l'Europe. Il y a eu d'autres frontières de l'Europe. Et l'obsession de s'arc-bouter sur les frontières actuelles, c'est peut-être le meilleur moyen d'assurer la mort de l'Europe, hein, et la mort des pays qui la composent. Donc ça, il faut faire très attention. Hein, voilà. Alors regardons, parce que là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est vous avez Nicolas Rolin qui est légitimé par la meuf et par le mouflet à droite. Alors on va apprendre que la meuf, c'est la Vierge Marie et le mouflet, c'est l'enfant Jésus. Ça apparaît pas très clairement au départ, je vous explique pourquoi. Alors, regardez un autre tableau de Van Eyck qui est un autre tableau de légitimation. Le légitimé est toujours au même endroit. Pour nous, en bas à gauche, dans le tableau, à droite du légitimant. Et là, vous reconnaissez le légitimant tout de suite. Si elle est assise sur un trône surélevé, s'il y a un dais et une tapisserie derrière, si elle tient un enfant dans les bras, ça ne peut être que la Vierge Marie, et le gamin, c'est le petit Jésus. Et donc, le légitimé à gauche, il est légitimé par la transcendance. Et alors ça, c'est fou. Parce que la composition, c'est génial. D'abord, si vous regardez la ligne du haut du crâne de Nicolas Rolin et la ligne du haut du crâne de la Vierge, c'est la même ligne. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce légitimant qui est au même niveau que le légitimé? Heureusement, il y a un ange qui passe avec une couronne. Ah, on est rassuré, c'est bien la Vierge Marie. Mais quand même, la Vierge Marie, elle est descendue par rapport à ce qu'on avait vu là, et deuxièmement, elle s'est déplacée effectivement vers la droite. Et en se déplaçant vers la droite, elle a ouvert la possibilité de voir le monde. Et si vous vous déplacez dans le tableau, vous allez voir qu'évidemment, il y a les deux personnages qui sont sur les remparts et qui vous disent très clairement, par leur position, ils vous disent, si vous êtes en train de regarder ce qui est derrière nous, vous êtes assez con. Ce qu'il faut, c'est regarder le monde.
La légitimité de Nicolas Rolin ne vient pas de sa légitimation par la transcendance, par en haut, elle vient de sa capacité à regarder le monde et à déchiffrer le monde. Et qu'est-ce qu'on a dans le monde? On a à nouveau le thème de la forteresse, le château fort au milieu du fleuve, et puis, voilà, et une forteresse est déjà probablement en ruine, hein, avec au contraire l'idée de la ville ouverte chez Bruegel, qui est reprise par l'idée du pont, enfin qui a été anticipée par l'idée du pont chez Van Eyck. La circulation, les échanges, le passage d'un rivage à un autre. Hein. Et Isaac Newton, dont on parlait tout à l'heure, a eu cette phrase magnifique un jour: We build too many walls and not enough bridges. Phrase que Trump ne connaît pas, bien sûr, mais nous construisons trop de murs et pas assez de ponts. Hein. Et la grande question d'un leader, c'est quel type de pont je construis, combien de ponts je construis, etc. Et donc, la grande idée de la leçon de Bruegel, c'est si vous prenez la forteresse, vous êtes déjà dans les ruines. Si vous optez pour la ville ouverte, alors vous êtes en train de construire des ponts. Et puis, on va se déplacer à droite. Et à droite, vous voyez le contraste, il est évident. Je n'ai même pas besoin de vous l'expliquer, à la limite. Hein. Malheureusement, Icare, il est tout seul. Et si vous regardez le travail du détail chez Bruegel, c'est magnifique. Il vous dit, qu'est-ce que c'est une entreprise? C'est des gens qui font simultanément des choses différentes pour que l'entreprise avance. Or, qu'est-ce que c'est là? Vous avez évidemment des marins qui sont en train de faire des choses différentes à bord du bateau pour que le bateau avance. Bruegel est seul, les marins sont une communauté. Bruegel, pardon, Icare est seul et les marins sont une communauté. Icare, puisqu'il veut aller vers le soleil, c'est de la verticalité, hein, alors que les marins, bien sûr, c'est de l'horizontalité. Et puis, Icare, il reste parallèle à la surface du tableau. Les marins, ils explorent l'épaisseur du réel. Vous voyez, c'est ça le problème. Hein. Si on est dans une solitude du leader, si on est dans une verticalité du leader, si on est dans un parallélisme à la surface des choses, c'est pas bon. Le leader, c'est celui qui fait de l'ensemble, c'est celui qui se passionne pour une horizontalité, un goût pour le réel, et qui n'hésite pas à entraîner avec lui des gens dans l'exploration de l'épaisseur du réel. Et puis, dernière chose, hein, ben oui, il y a le pêcheur. Le pêcheur, il a le nez rivé sur le bouchon de sa ligne. Est-ce qu'il n'est pas trop dans l'ici? Regardez le berger. Le berger, il appartient il est membre de l'APM. On lui a dit plusieurs fois qu'il ne faut pas avoir le nez dans le guidon. Donc, il est en train de regarder vers les étoiles seulement. Pendant ce temps-là, les moutons et les brebis, ils s'en vont en courant. Hein. Donc, il faut faire attention quand même. Hein. Trop ailleurs. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est le laboureur. Avec ce détail qui m'a toujours bouleversé, de la fermeté du pied dans le sillon. Et si vous regardez le tableau, vous vous apercevez qu'en oblique, mais très forte, vous avez une ligne qui va du soleil qui disparaît au pied du laboureur dans le sillon. C'est parce qu'il y a un ailleurs, et un ailleurs qui est un tout petit peu problématique et interrogateur, que je vais réfléchir à la manière dont il faut que je sois dans l'ici. Ma présence dans l'ici dépend de la conscience que j'ai de l'ailleurs. Pas d'ici sans ailleurs, pas d'ailleurs sans ici. Et je reviens sur la formule que j'ai utilisée tout à l'heure. Le leader légitime est caractérisé par un strabisme divergent heureux. Si vos deux yeux de leader regardent dans la même direction, c'est pas bon. L'un de vos deux yeux de leader doit être sur la mobilité du monde, la plasticité du monde, qui peut vous apparaître un peu inquiétante, un peu menaçante. C'est pas comme ça que j'avais vu fonctionner le monde. Et puis ça s'accélère, et puis ça se généralise, et puis c'est pas ce qu'on m'avait dit sur la manière dont le monde s'organise. Mais en étant très attentivement en train de discerner le mouvement du monde, avec l'autre œil, vous impulserez un mouvement à votre communauté entrepreneuriale. C'est parce que vous aurez regardé comment le monde bouge avec un œil que vous saurez faire bouger votre entreprise avec l'autre œil. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand vous aurez fait bouger l'entreprise avec l'autre œil, à la lumière de comment le monde bouge que vous avez vu avec votre premier œil, alors peut-être que la menace du mouvement du monde se renversera pour votre entreprise et pour vous en une opportunité. Hein. Vous vous souvenez, on avait parlé de Goodhart, hein? Somewhere, point positif l'enracinement, point négatif l'enfermement. Et ce somewhere, bien sûr, c'est la patte
c'est le pied du laboureur. Anywhere, c'est la mobilité, l'avantage, l'hors-sol, hein, le danger. Ça, c'est le soleil qui bouge, hein, c'est le soleil qui est toujours en train de bouger. Et c'est en regardant comment bouge le soleil que je vais pouvoir moduler mon enracinement. Hein, voilà. Ça, c'est très important. Alors, recréer du sens, ben, il y a ce problème, évidemment, c'est Les Chasseurs dans la neige, hein, qui est un tableau que j'aime infiniment, en partie parce qu'un très grand poète américain qui s'appelle William Carlos Williams a écrit un poème qui s'appelle Hunters in the Snow, Chasseurs dans la neige, qui est une méditation sur ce tableau. De même, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la chute d'Icare, W.H. Auden, peut-être certains d'entre vous se souviennent de Trois mariages et un enterrement. À un moment, devant le corps de son copain mort, il y a quelqu'un qui prononce un poème absolument fabuleux. Stop all the clocks, cut off the telephones, prevent the dog from barking with a juicy bone. C'est aussi W.H. Auden, ça. Et le poème de Auden qui médite sur la chute d'Icare s'appelle Musée des Beaux-Arts. Si vous allez sur Internet, vous tapez Musée des Beaux-Arts, vous tapez Hunters in the Snow, vous aurez les poèmes. Si ça vous amuse, si ça vous amuse pas, je veux dire, il y a malheureusement pas mal d'autres choses à faire, peut-être, probablement, même sûrement plus urgentes. Mais de temps en temps, un petit poème par-ci, un petit poème par-là, ça peut faire du bien. Voilà. Alors, Chasseurs dans la neige, bah, les chasseurs dans la neige, c'est le leader. Vous voyez ce que je veux dire? Le leader, c'est quelqu'un qui... C'est pour ça, tout à l'heure, j'aimais bien quand vous... Enfin, j'aimais beaucoup quand vous avez parlé de présence, absence, distance. Un leader, ça ne peut pas être que présent dans l'entreprise. Vous avez bien compris avec mon histoire du strabisme divergent heureux. Et quelquefois, l'œil qui regarde le monde et qui essaie de voir comment le monde bouge, pour d'une certaine manière apprendre de cette mobilité du monde, la mobilité nécessaire de l'entreprise. Hein. Quelquefois, l'œil ne suffit pas, il faut aller là-bas où ça bouge pour véritablement, voilà. Hein, moi, c'est vrai que j'ai jamais, enfin, je comprends rien à la Chine, enfin, pas beaucoup, mais c'est vrai que première fois que j'ai vu d'un côté Pékin et de l'autre Shanghai, j'ai bien compris que la Chine, à un moment, alors je ne sais pas du tout comment ça se passera, mais à un moment, il y aura une tension très forte entre la capitale politique et la capitale économique. On sent ça. Bon, voilà. Alors, en ce moment, j'ai l'impression que c'est plutôt la capitale politique qui gagne, mais on ne sait jamais. Bon, voilà. Et donc, un leader, c'est quelqu'un qui prend le risque de s'en aller au loin. Hein. Alors, pas forcément matériellement, mais voilà, mais intellectuellement, mais digitalement, mais voilà. Et au loin, là-bas, il va trouver il va trouver des choses. Et d'une certaine manière, ce qui fait le leadership, c'est de rapporter les choses qui ont été trouvées. Alors, petit problème. Pendant que le leader est au loin, elle ou il de temps en temps se dit, tiens, mais pendant que je suis au loin en train de chercher des solutions, les autres, ils patinent. Hein, les autres, bon, voilà. Ils sont pas malheureux. Hein, ils patinent. Bon, voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils s'amusent, mais ça veut dire qu'ils ne se préoccupent pas trop, ils font ce qu'ils ont à faire. Voilà. Bon, mais la grande question il ne s'agit pas simplement de faire ce qu'on a à faire, il s'agit continuellement d'être dans un espèce d'ailleurs de l'espace et du temps par lequel ce qu'on est en train de faire pourra conserver un sens. Voilà. Et voilà, ça c'est le grand danger du leader, c'est de se dire, oh quand même, bon, les autres ils patinent et moi, bon, je suis dans... Voilà. Et regardez, c'est clair que quand vous regardez les traces de pas et les traces de pattes des chiens dans la neige, c'est vrai qu'on sent bien que tout ça, c'est fatigué. C'est complètement crevant d'être un leader. Je crois que c'est José Ortega y Gasset, un philosophe espagnol, qui disait que le leader, c'est comme un chien de chasse. Hein. Ça fait 2 fois plus de chemin que les chasseurs. C'est toujours en avant à les repérer, puis c'est toujours bien venir chercher pour emmener vers. Il y a un petit peu de ça dans le leader, c'est sûr. On voit bien que, pardon, oui, on voit bien que les chiens sont fatigués. Hein, voilà. Et en même temps, le leader, le chasseur, il a rapporté quelque chose. Il a rapporté un lièvre, probablement. Et la grande question, voilà, c'est on ne saura que le lièvre a été rapporté que quand il sera partagé. Ça, je crois que c'est absolument essentiel. On ne possède bien que ce qu'on partage. Le leader n'est sûr de sa maîtrise de quelque chose que dans le partage qu'il en fait. Oui, on ne possède bien que ce qu'on partage. La maîtrise se valide par le partage.
un leader qui serait convaincu qu'il faut qu'elle ou il garde sa maîtrise pour elle, etc., etc., ça serait plus de la maîtrise. Ça serait plus de la... Voilà. Et alors, un, vous allez devoir partager, et deux, vous allez probablement devoir subir une petite expérience un peu problématique. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à partager, des gens, vous avez le sentiment un peu vaguement, mais néanmoins précisément, qui sont restés derrière à faire du patinage, hein, eh bien, quand vous allez leur partager ce que vous avez découvert, il y en a forcément l'une ou l'autre qui va dire ah, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, hein. Et là, pas vous, parce que sinon vous ne seriez pas à l'APM et vous êtes géniaux, mais un leader moins sensible et moins fin ou moins fin que vous pourrait se dire quand même, merde, hein, j'ai fait l'effort d'aller chercher des solutions, je leur rapporte les solutions, je leur partage les solutions, et voilà pas maintenant qu'il y en a une ou un qui dit ah, mais est-ce qu'on pourrait pas? Ben non. Parce que ce que le collaborateur là est en train de faire, c'est de rebondir sur ce que vous lui partagez, et elle ou il n'aurait jamais pu rebondir si vous n'aviez pas partagé. Mais dans le rebondissement, comme elle est peut-être plus au contact du terrain que vous, elle est en train de mieux brancher ce que vous avez découvert sur le réel. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, pour moi, c'est très important, hein. Le leader ne doit pas être constamment là, sinon il finirait lui aussi par, elle ou lui, ne finirait que par patiner. Il faut qu'elle s'en aille, il faut qu'il s'en aille à la chasse. Il faut qu'elle ou il trouve des choses. Et on ne saura que ces choses sont pertinentes que dans l'acte de les partager. Et leur pertinence ultime, ça sera de servir de point de rebond aux collaborateurs pour mieux brancher la découverte ou l'intuition du leader dans le réel. Accepter de se laisser déposséder de ces solutions parce qu'on est revenu pour partager. Et puis, bien sûr, il y a cette idée du combat de Carême et de Mardi Gras. Alors ça, c'est du pur Bruegel. Parce que si vous vous souvenez de l'histoire de notre chute d'Icare, dont on ne sait plus trop où elle est, de notre conversion de Saint-Paul, où on ne sait plus trop où elle est, la grande question, c'est qu'est-ce que ça raconte, un tableau comme ça, hein? C'est ce que j'appelle l'épiphanie de l'anecdotique, hein. Il y a des trucs qui se passent partout. Bon. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont plus importants que d'autres, plus signifiants que d'autres? On ne sait pas. Ça aussi, c'est un peu une... Quand on parlait tout à l'heure de la perte d'échelle, de la difficulté de nommer, ben, au fond, on est un peu là-dedans, hein. Rien n'apparaît comme plus important que... Bon, voilà. Alors, bien sûr, il y a un sujet, il y a un titre au tableau, hein, le combat de Carême et de Mardi Gras. Alors, vous avez à droite Carême, avec sa planche en bois et ses deux harençons, pas très attirants. Et à gauche, vous avez Mardi Gras, avec son tonneau de bière ou de vin, avec sa broche sur lequel sont effectivement embrochés une tête de cochon, une dinde, poulet, etc., etc. C'est vrai que c'est plus tentant quand même, hein, Mardi Gras. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ben, il se passe des choses. Vous avez un monsieur, par exemple, qui fait la charité et qui vous rappelle qu'une société se juge par la manière dont elle s'occupe de ses plus fragiles. Ben oui. Alors, est-ce que le monsieur, il fait ça pour se faire voir? C'est possible. Mais en même temps, ça joue un rôle dans la société, hein. Alors, des plus fragiles, vous en avez, c'est très clair. Vous avez des gens pour qui la vie n'est pas facile. Des gens qui sont les victimes, les fragiles, voilà. Bon. Mais en même temps, vous avez des transgressifs, hein. Vous avez un monsieur là qui a quand même pas mal mangé, visiblement, au point qu'il est parti avec la marmite sur la tête, hein. Il chante sa chanson, et on peut dire que sa compagne qui le suit a dû bouffer un peu trop de gaufres, hein, parce que visiblement, là, à mon avis, je serais lui, je bougerais parce que ça va repartir, hein. Et les gaufres, elles sont encore en partie dedans, comme si vraiment elle n'en avait pas eu assez, hein. Alors la grande question, c'est à quoi ça sert un tableau comme ça? Alors, parce que vous êtes très intelligent, puisque vous êtes à la PM, vous vous dites, tiens, mais si par hasard je traçais les deux diagonales du tableau, puisque les tableaux, c'est fait de lignes, eh ben, vous avez raison. Si vous tracez les deux diagonales du tableau, vous allez tomber là-dessus. Et alors ça, c'est assez fascinant. Parce que le petit monsieur là devant, avec son vêtement multicolore, on appellerait ça en anglais du motley, avec son chapeau à grelots, et avec sa torche, c'est lui qui détient la lumière. C'est qui ce truc-là? Ben, ça ne peut être que le fou.
Et la grande question, c'est, chers amis leaders, membres du club APM Ponant, pouvez-vous ici nommer votre fou? C'est-à-dire, qui dans votre communauté entrepreneuriale joue le rôle du fou? Alors, faut pas oublier que dans les communautés médiévales et renaissantes, il y avait ce qu'on appelait des fous fonctionnels, hein. C'est-à-dire quelqu'un avait le rôle du fou. Et en échange de lui, ça c'est très important, en échange de l'impunité que lui assurait le roi, le fou assurait au roi la réalité. C'est-à-dire que pour être sûr qu'on était dans la réalité, il fallait bien écouter la parole du fou. Mais le fou ne parlait que s'il était assuré de l'impunité. Vous savez qu'un jour, Triboulet, le fou de François Ier, a probablement franchi un peu la ligne qu'il ne fallait pas franchir. Et François Ier lui a dit, alors ça, cette fois, c'est trop. Hein. Là, je te condamne à mort. Mais comme tu as quand même été un très bon fou, je te laisse le choix de la manière dont tu vas être exécuté, dont tu vas mourir. Et là, Triboulet a attendu 3 secondes, il a regardé le roi, il a souri et il a dit « de vieillesse, sire ». Voilà. Et donc, François Ier l'a libéré. Mais il y a toujours une tension entre le pouvoir et le fou. Car le pouvoir sait bien qu'il ne peut pas fonctionner légitimement sans fou, mais le fou, ce n'est pas toujours très facile à vivre pour le pouvoir. Ça, c'est clair. Hein, voilà. Donc, il n'y a plus aujourd'hui de fous fonctionnels. J'ai beau me promener dans les entreprises à longueur de temps, je ne croise jamais personne qui ait un costume multicolore comme ici, qui ait un chapeau à grelots et une marotte. Donc, s'il n'y a plus de fous fonctionnels, il faut des fous notionnels. C'est-à-dire des gens dont le leader se dit, parce que c'est très important que le leader pense à ça constamment, sur ce sujet-là, elle ou il est capable de tenir le rôle du fou. Et donc, il faudra faire en sorte qu'à la réunion où on parlera de ça, elle ou il s'exprime. Ça va un peu emmerder tout le monde, à commencer par moi, mais au moins on sera sûr qu'on n'est pas en train de s'enfermer dans. Car, alors, Shakespeare, dans la scène 1 de l'acte 5 de Comme il vous plaira, dit « L'imbécile pense être sage, mais le sage sait qu'il y a en lui quelque chose du fou. Hein, » voilà. Alors, d'abord et avant tout, c'est très important, le fou ne joue ce rôle difficile et qui la met ou qui le met en danger. Hein. Le fou, c'est quelqu'un qui se met en danger dans l'intérêt du leader et de la communauté. Le fou, parce que évidemment, le fou, c'est quelqu'un qui rend les réunions plus difficiles, parce que plus longues. C'est quelqu'un qui va aller contre l'unanimisme béat. C'est quelqu'un qui va s'opposer au fait qu'on s'enferme dans le plus petit commun dénominateur sans trop réfléchir à. Hein. Et donc, c'est la chieuse ou le chieur, mais pas professionnel. Il y en a des chieurs professionnels, mais non. Elle ou lui fait ça par amour pour le leader et la communauté. Deuxième chose que fait la folle ou le fou, enfin la femme ou l'homme qui joue le rôle du fou, elle ou il rapporte la réalité quand la vérité de la communauté tente à devenir dogmatique. J'explique. Une communauté entrepreneuriale, elle se légitime par son savoir-faire, sa vérité. Mais son savoir-faire, sa vérité, elle le met au service de la réalité, ce qu'on appelle le client. Si un jour la communauté s'intéresse plus à sa vérité, à son savoir-faire, qu'au client, c'est ce que j'appelle le moment où la vérité de la communauté va devenir du dogme, parce qu'elle sera plus branchée sur la réalité. Une vérité qui n'est plus branchée sur la réalité devient du dogme. Quand vous vous souvenez de Copernic tout à l'heure, hein, quand ce que vous croyez ne correspond plus à ce que vous voyez et que vous préférez ce que vous croyez au détriment de ce que vous voyez, ben vous vous enfermez dans du dogme. Troisième chose qui est très importante, la présence du fou va empêcher les conseillers fenêtres de se dégrader en courtisans miroirs. Et le gros problème d'un leader, c'est que généralement, au début de son leadership, elle ou il est entouré, mais entouré de conseillers fenêtres, et que l'exercice du pouvoir va avoir tendance à transformer les conseillers fenêtres, à les dégrader en courtisans miroirs. Je ne pense pas que vous ayez à chercher très loin les exemples. Vous regarderez peut-être en dehors de la sphère économique, peut-être vers la sphère politique, enfin vous verrez. Empêche les conseillers fenêtres de se dégrader en courtisans miroirs. Et là, c'est important pour vous de sans arrêt vérifier. Hein. Est-ce que j'ai bien autour de moi des gens qui m'obligent sans arrêt à réouvrir le regard sur la réalité du monde? Conseiller fenêtre.
Ou est-ce que mes conseillers fenêtres se sont dégradés en courtisans miroirs? C'est-à-dire, est-ce que tout leur temps, ils sont en train de me dire, mais oui, tu es le meilleur, c'est magnifique de travailler avec toi, tu es génial. Oh là là, si j'avais su, je serais venu plus tôt, je serais parti plus tard, etc. etc. Hein, voilà. Bon. Et puis, dernière chose, rappelle le leader à une lecture anamorphique du réel. Alors, je vous rappelle que l'anamorphose, c'est ça. Hein, qu'un leader ne peut exister que si elle ou il a un regard anamorphique. C'est-à-dire si elle ou il est capable de voir à la fois le lapin et le canard. Pas ou le lapin ou le canard, mais et le lapin et le canard. Car si le lapin s'appelle menace et que le canard s'appelle opportunité, alors le leader, c'est celle ou celui qui, quand tout le monde ne voit encore que le lapin menace, va réussir à faire apercevoir puis voir le canard opportunité. Le travail d'un leader, c'est de faire apparaître l'opportunité qui semblait contenue dans la menace. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé du strabisme divergent heureux. L'œil du leader qui voit comment le réel bouge autour de l'entreprise se dit, oula, là, ce mouvement du réel, ça pourrait devenir catastrophique pour nous. D'où je vais mettre en mouvement l'intérieur de l'entreprise de manière à ce que la mobilité interne de l'entreprise va renverser la menace externe en une opportunité. Regardez bien l'anamorphose chinoise. Quand nos amis chinois ont voulu créer un idéogramme pour le mot crise, ils n'ont pas créé un idéogramme nouveau. Ils ont associé deux idéogrammes qui existaient déjà. L'idéogramme qui correspond à danger, Wei, et l'idéogramme qui correspond à opportunité, Ji. Et le leader, c'est quelqu'un dont tout le travail va consister, sans créer d'illusions inutiles, mais va consister à faire apparaître la dimension d'opportunité qui est contenue dans toute menace, dans tout obstacle, dans tout danger. Regardez bien, c'est Zaza, c'est notre Zaza adoré. Et là, qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a plus qu'un attribut de sa légitimité, c'est le phénix. Et le phénix, c'est quoi? C'est celui qui renaît de ses cendres. Un phénix, ça sait que le meilleur obstacle que le meilleur moyen de rebondir sur un obstacle, c'est d'utiliser cet obstacle comme une planche d'appel. Utiliser l'obstacle comme une planche d'appel pour rebondir dans l'opportunité. Ça, c'est très important. Pas de leader s'en fout. Et puis ça, c'est magnifique. Regardez bien ça. La façon dont le personnage de gauche, qui est peut-être masculin, est en train de soutenir le personnage de droite qu'on aurait peut-être tendance à décrire comme plutôt féminin. Et vous avez deux choses. Vous avez l'empathie, c'est-à-dire servir de point d'appui avec le bras, et vous avez le mouvement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire « Ah là là, qu'est-ce que c'est difficile et qu'on souffre ». Oui, il faut une empathie, c'est dur, mais la prise en compte empathique de la difficulté doit déboucher sur une énergie et un mouvement. J'ai dit tout à l'heure, Greenstein parle d'une dialectisation de exigence et bienveillance. Si vous n'êtes que bienveillant, vous n'êtes pas un leader. Si vous n'êtes qu'exigeant, vous n'êtes pas un leader non plus. La dialectisation de l'exigence et de la bienveillance et la manière dont, ce soir, on improvise. Tantôt, vous allez vous dire, là, j'ai plus besoin d'exigence, là, j'ai plus besoin de bienveillance. Ce travail de discernement que vous allez faire continuellement sur la place nécessaire à accorder respectivement à la bienveillance et à l'exigence, avec une bienveillance qui sera peut-être plutôt du côté du visage et une exigence qui sera peut-être plutôt du côté du masque, ou en tout cas, si l'exigence est dans le visage, il faudra de la bienveillance dans le masque. Eh bien, voilà. Un leader n'est leader et ne traverse la crise que parce qu'elle ou il aide celles et ceux dont il porte le souci à la traverser. Alors, juste comme ça, avant qu'on s'arrête, quelques ultimes regards. C'est fou. Quand vous pensez qu'à 3 ans de sa mort, elle a fait faire ce portrait, qui est un portrait de dingue. Parce que si vous regardez ce qu'il y a sur sa robe, il y a des yeux, des oreilles et des bouches. Et ce n'est pas le peintre qui s'est levé un matin en se disant « Tiens, je vais foutre des yeux, des oreilles et des bouches sur la robe de la vieille. » Au mieux, il aurait pris une paire de baffes, au pire, sa tête aurait roulé dans la sueur. C'est elle qui lui a dit « Bon, ça faisait quand même, à ce moment-là, 58, ça faisait quand même 42 ans qu'elle était sur le trône. À une époque où l'espérance moyenne de vie était de 27 ans, elle devait bien savoir que c'était un peu son dernier portrait. Donc c'est un portrait somme, c'est un portrait testament. Elle vous dit qu'est-ce que c'est qu'un leader? Un leader, c'est quelqu'un qui n'en a jamais fini de travailler sur ses yeux, sur ses oreilles et sur sa bouche. Ça, c'est fou.
C'est ce que j'appelais tout à l'heure la construction de l'autorité. Mes yeux, est-ce qu'ils me servent à voir? Est-ce qu'ils me servent à regarder? Est-ce qu'ils me servent à développer une vision? Sans mes yeux, je ne peux pas voir, je ne peux pas regarder, je ne peux pas développer une vision. Sans mes oreilles, je ne peux pas entendre, je ne peux pas écouter, je ne peux pas discerner. Je vous concéderais volontiers que probablement l'utilisation de la bouche n'était pas tout à fait la même à l'époque qu'aujourd'hui. En tout cas, à l'époque, il devait y avoir l'idée que je sais des choses que personne d'autre ne sait. Et quand je vais vous les dire, vous allez comprendre que je suis légitime. Aujourd'hui, la légitimation par l'information, tout le monde s'en fout, parce qu'on a tous nos iPhones sur lesquels on va chercher l'information. Mais la légitimation par la communication, ça c'est très important. La bouche, c'est la communication. Est-ce que vous communiquez? Et la communication pour moi, surtout aujourd'hui, c'est le don du temps. Est-ce que vous donnez du temps à vos collaborateurs? On a parlé tout à l'heure de la durée chez Bergson. On a vu effectivement notre petit camarade Archimboldo qui nous a renversé la nature morte en visage. Bah, ce que vous dit Elisabeth, c'est ça. C'est est-ce que vous donnez du temps à vos collaborateurs? Et on revient toujours à cette idée de être, c'est d'être perçu ou percevoir. Regardez par exemple cette femme. C'est une sculpture hyper réaliste. C'est pas une femme vraie, hein, réelle. C'est une sculpture hyper réaliste d'un type qui s'appelait Joanne Hanson. Joanne Hanson est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, inutile de vous dire que j'emmène de temps en temps des gens dans des musées d'art contemporain américains. Quand les gens rentrent dans une statue de Joanne Hanson, ils commencent par s'excuser parce qu'ils ont l'impression que la personne est réelle. Et donc, ils n'ont pas fait attention, ils sont rentrés dans la technicienne de surface. Hein. Quand on lui disait que ses sculptures n'étaient pas très jolies, il répondait cette chose merveilleuse: It doesn't have to be pretty, it has to be meaningful. On se fout que ça soit joli, pourvu que ça ait du sens. Et la chose déchirante, c'est qu'il est mort de ces sculptures. Il n'a pas vérifié la composition chimique du matériau qu'il avait mis au point pour mettre ça, et son œuvre l'a empoisonné. C'est complètement fou. Et il y a 3 raisons pour lesquelles cette femme n'est pas regardable. Premièrement, elle appartient à une minorité. Et tant qu'on n'a pas appartenu à une minorité, on ne sait pas ce que c'est qu'appartenir à une minorité. Pour nous, qui peut-être ne sortons pas assez d'Europe occidentale, il faut se retrouver dans certains coins perdus du monde où on est vraiment parfois tout seul ou à 2 ou 3 pour se dire, ah là, vraiment, bon, voilà. Hein. Deuxièmement, comme diraient certains de mes amis américains obsédés de political correctness, elle est horizontally challenged. Oui, oui, il y a dans l'horizontalité quelque chose d'un peu problématique. Et puis troisièmement, elle est technicienne de surface. 3 raisons pour lesquelles elle n'est pas regardable. 3 raisons pour lesquelles elle doit être regardée. Olivier Lajoux, que vous avez peut-être eu comme expert ou que vous aurez peut-être comme expert, qui est un ancien amiral, a cette très jolie formule: une chaîne n'a que la force de son maillon le plus faible. Si l'entreprise est une chaîne, et elle est une chaîne d'une certaine manière, alors il vous importe en tant que leader non pas de vous occuper des maillons les plus forts, ils ont leur récompense. Bon, c'est vrai que de temps en temps, il faut leur dire comment ils sont bons, etc. Mais aller vers les maillons les plus faibles. Parce qu'un maillon le plus faible, c'est ce qui fait la force ou la fragilité d'une chaîne. Et le travail sur la fragilité du maillon, c'est peut-être vous. Voilà. Et puis, et c'est par là que nous terminerons, hein, ça c'est fou. C'est fou. Quand on est ensemble, je demande aux gens d'identifier ce qu'elle tient à la main. Qu'est-ce qu'elle tient à la main? Elle tient à la main un arc-en-ciel. Et elle a fait écrire au-dessus, et je vous l'ai réécrit au-dessus, non sine sole iris. Il n'y a pas d'arc-en-ciel sans soleil. Qu'est-ce que c'est qu'un leader? Un leader, c'est un soleil qui déclenche des arcs-en-ciel pour ses collaborateurs. C'est fou. Hein. On est en 1600. C'est absolument dingue comme vision fabuleuse de... Voilà. Un leader, c'est un soleil qui déclenche des arcs-en-ciel pour ses collaborateurs. D'ailleurs, si le soleil ne déclenchait pas les arcs-en-ciel, ça ne serait probablement pas un soleil. Et si le leader ne déclenche pas les arcs-en-ciel pour ses collaborateurs, probablement pas un leader. Hein, voilà. Faire passer par la qualité du regard ou du geste, d'une présence subie à une présence engagée dans la communauté. Et alors ça, c'est à tomber. C'est à tomber. Vous avez vu tout à l'heure le portrait du phénix. Hein. Il n'y a pas de meilleure planche d'appel pour rebondir dans l'opportunité qu'en rebondissant sur l'obstacle. Et alors évidemment, je vous l'ai dit, hein, tout le XVe siècle britannique a été occupé par cette lutte fratricide entre 2 clans aristocratiques qui voulaient prendre la couronne.
les York qui avaient pour emblème la rose blanche et les Lancastre qui avaient pour emblème la rose rouge. Le grand-père d'Élisabeth était le dernier des Lancastre. Et quand il a battu le dernier des York à la bataille de Bosworth en 1300, peut-être 94, mais peut-être plus tôt, je ne me souviens plus, quand il a battu le dernier des York, Richard III, bah, il a épousé la dernière des York. C'est ce qu'on appelle une fusion-acquisition. Hein, voilà. Et ensemble, parce qu'il s'appelait en fait de son nom de famille Tudor, il a créé la dynastie des Tudors, qui marque la réconciliation entre les York et les Lancastre, avec cette nouvelle rose qui n'est plus ni blanche ni rouge, mais qui est et blanche et rouge, pour bien montrer la réconciliation. Mais le détail fabuleux, c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, ce n'est plus un phénix, c'est un pélican. Et qu'est-ce qu'il fait, le pélican? Quand il rentre au nid et qu'il n'a pas rapporté assez de nourriture pour nourrir ses petits, il déchire ses entrailles pour les nourrir. Qu'est-ce que c'est? Elle vous dit, hein, elle vous dit, qu'est-ce que c'est qu'un leader? C'est quelqu'un qui sort ses tripes pour la communauté dont elle ou il a la charge. Ah, 1573. Hein, à la limite, il n'y a plus besoin d'aucun séminaire de management ou de leadership à HEC et ailleurs. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Qu'est-ce que c'est qu'un leader? C'est quelqu'un qui, sans jamais le dire et sans jamais insister là-dessus, sort ses tripes pour la communauté dont elle ou il a la charge. Et ça, les collaborateurs le sentent. Ils ne le diront pas forcément, ils ne l'exprimeront pas forcément, mais ils le sentent et leur engagement dans la communauté dépend du fait qu'ils sentent ça. Sortir ses tripes pour la communauté. Et alors ça, j'adore. Hein. Vous voyez, elle est revenue au premier portrait. Oh bah, elle a sa couronne, elle a son globe, elle a son sceptre, mais sur les deux colonnes qui sont autour d'elle, elle a mis à droite pour nous le phénix et à gauche pour nous le pélican. Elle vous dit, oui, oui, alors maintenant, oui, j'ai le droit de porter la couronne, j'ai le droit de porter le globe, j'ai le droit de porter le sceptre. Parce que j'ai compris qu'un leader, c'est quelqu'un qui sait qu'elle n'a pas de meilleure planche d'appel pour rebondir que l'obstacle lui-même. Et puis, je sais qu'un grand leader, c'est quelqu'un qui, sans jamais le dire ou le faire remarquer, sort ses tripes pour la communauté dont elle ou il a la charge. Je vous avais parlé beaucoup de Greenstein, qui donc pendant 20 ans a eu la chaire de leadership à Princeton. Quelque part, il dit que l'essentiel du leadership, c'est the firm taming of the leader's own soul. Taming est un mot très emmerdant à traduire, parce que ça veut dire à la fois l'apprivoisement tendre et la domestication ferme. Alors en français, nous, on n'arrive pas à mettre ça dans un seul mot. Et quand on m'a demandé de traduire, j'ai traduit exigence sans cruauté, bienveillance sans complaisance. Un leader doit être exigeant sans jamais être cruel, un leader doit être bienveillant sans jamais être complaisant. Et cette dialectisation de la bienveillance et de l'exigence, c'est elle qui fait l'essentiel du leadership. J'adore cette citation de Rohn. The challenge of leadership is to be strong but not rude, fort mais pas grossier, be kind but not weak, bon mais pas faible, bold, be bold but not bully, hardi mais sans être tyrannique, be thoughtful but not lazy, hein, réfléchi mais pas paresseux, humble but not timid, humble mais pas timide, proud, fier but not arrogant, have humor, avoir de l'humour, but without folly. Et ça, c'est ce qu'on appelle the fool, celui qui a de l'humour, mais qui n'est pas dans la folie, c'est lui qui est véritablement the fool.